Elles sont cryptographiques, elles sont libres. Les nouvelles monnaies sont-elles le fruit d'une révolution du marché monétaire ou peut-être faut-il parler d'une révolte? On en parle justement avec Alex Fazel, directeur de partenariat de Swissborg, une application d'investissement spécialisée dans la crypto-monnaie avec une approche communautaire. L'entreprise est née d'une opération de crowdfunding et a aussi créé sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le Swissborg Token. Vous êtes aussi créateur de la chaîne YouTube Cryptonite qui met en lumière des experts internationaux de la crypto-monnaie. Avec moi également Adrien Hubert, directeur général de SmartChain qui fait de la recherche et du développement sur les blockchains publiques. Et vous intervenez aussi à titre de consultant, de conseil auprès de Easy Wallet qui est la solution française de paiement en crypto-monnaie dans les points de vente physiques et en ligne. Et l'objectif pour vous, c'est d'encourager ce paiement en crypto-monnaie en France et en Europe. Et puis nous avons en visio connecté Stéphane Laborde, qui est l'auteur de la théorie relative de la monnaie, une publication qui a lancé le projet de monnaie libre June, que l'on voit s'écrire G1. Il nous expliquera son principe, bien évidemment. Mais on va démarrer ensemble, Alex Fazel, bonjour. Bonjour. Sur un constat déjà, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre une révolution monétaire numérique? Est-ce que la monnaie a déjà muté en quelque chose de totalement nouveau? Je pense que oui, c'est une révolution monétaire qui deviendra éventuellement une révolution financière. Donc ça va se transformer dans une révolution beaucoup plus grande que juste monétaire, mais c'est vrai que Bitcoin est vraiment en train de s'installer comme la devise globale, sans frontières, pure et dure, qui permettra de résoudre les problèmes actuels. Et comment c'est arrivé? Est-ce que là, vous citez Bitcoin? Tout a commencé par la création du Bitcoin, bien évidemment. Tout à fait, oui. Et comment cela a évolué? Quelle est l'histoire qu'on est en train de traverser? C'est une très bonne question. Alors, une décennie en 30 secondes, je vais essayer de faire ça. Mais ça a commencé par Bitcoin en 2011. Et puis, vraiment, après Bitcoin, en 2013, 2014, on a eu d'autres devises qui s'appellent en fait les classes d'actifs de paiement, des jetons de paiement. Donc, nous avons eu Dogecoin, nous avons eu d'autres projets comme Litecoin, etc., etc. Donc, ça, c'était vraiment la première génération de crypto-monnaies. La deuxième génération était la génération de protocoles. Donc, la première génération, c'est la révolution monétaire. La deuxième génération est la révolution financière. On parle vraiment de la finance en entière. Et cette révolution-là, en fait, c'est fait à travers des smart contracts. Nous avons Ethereum, nous avons Cardano, nous avons Tezos et plusieurs chaînes, en fait, qui essaient non seulement de ne pas changer seulement la monnaie, mais vraiment de créer un marché. Changer les transactions, c'est ça, les protocoles de transactions financières? C'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'était super, super intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui nous passionne à Swissborg, parce qu'il y a tellement de potentiel. Ensuite, il y a eu la génération de jetons utilitaires. Donc, c'est une couche qui va se créer au-dessus des infrastructures. Et c'est comme des produits. Donc, vraiment, pour comprendre tout ça, les infrastructures, c'est un peu comme un système d'exploitation. Apple, Android. Et ensuite, vous avez le layer au-dessus, la couche au-dessus, qui sont les applications qui sont sur votre iPhone, par exemple. Donc, mais par contre, qui sont complètement décentralisées. Donc ça change beaucoup et vraiment, il y a l'évolution. Après, vous avez... C'est là où on touche peut-être le grand public. On commence à adresser tout à chacun avec cette nouvelle forme de monnaie et de transaction. Exactement. C'est là où le grand public peut utiliser en fait ces applications dans leur vie réelle et vraiment avoir de la valeur réelle, que ce soit à travers différentes dimensions. Et ensuite, vous avez aussi le classe d'actifs qui peuvent représenter en fait des valeurs réelles, de biens réels. Donc, vous avez l'immobilier, vous allez avoir le marché boursier qui se fera en jetons. Il y a les gouvernements qui font les CBDC, qui sont les monnaies de banque centrale. Donc, il y aura éventuellement l'euro, il y aura le yuan. Donc, vraiment, je pense que ça, en une décennie, en une minute, c'est plus ou moins ça qu'il faut comprendre. Ouais. Est-ce que, Adrien Hubert, vous diriez que justement, l'arrivée de ces crypto-monnaies et de cette révolution qui vient d'être racontée, qui est encore en cours, elle pose de nouvelles problématiques en matière de politique monétaire? Oui, exactement. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que ces classes d'actifs, qui sont des nouvelles classes d'actifs, sont nées sur une technologie, qui est la blockchain. Et la blockchain, elle permet deux choses. Elle permet de s'échanger de la valeur de pair à pair, sans tiers de confiance, qui était le système traditionnel, la banque et le tiers de confiance. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut se mettre d'accord ensemble sur des règles de gouvernance, Oui. les règles d'émission monétaire
et les règles de changement de politique monétaire. Je pense par exemple à l'inflation. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que ça redonne une forme de pouvoir à tout un chacun, aux citoyens, pour se remettre en question sur ce qui n'a pas marché ou les difficultés du système traditionnel monétaire pour en proposer des nouvelles expérimentations. Oui, parce qu'il faut quand même préciser qu'on parle de système décentralisé, ça n'occulte pas la notion de gouvernance. Exactement. Ce qui est important de comprendre, c'est que, au fond, la gouvernance de nos politiques actuelles monétaires, elle est très faible. Aujourd'hui, c'est la Banque centrale européenne qui s'occupe de l'émission, de la création et de la maintenance du système monétaire. La Fed pour les États-Unis et chacune des banques centrales, ou des pays, ou des ensembles politiques qui régissent. Parce qu'en France, on a délégué la souveraineté monétaire à la Banque centrale européenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le sujet économique, le sujet monétaire, est mal compris par les citoyens. Alors que la monnaie, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre quotidien. Ça nous affecte beaucoup. Et donc la proposition de la blockchain, qui est une alternative au système traditionnel, avec ces classes d'actifs qui ont été mentionnées, ça permet de se remettre à jour sur la compréhension de ces systèmes économiques et de voir ce qui n'a pas marché dans le système traditionnel, qui sont des systèmes de dette, et comment on pourrait les dépasser, les améliorer, avec aujourd'hui ce qui sont que des expérimentations, mais ce qui pourront demain être la base monétaire sur blockchain. Alors, on va voir ça, on va avancer doucement sur ce sujet qui est quand même assez complexe. Stéphane Laborde, j'aimerais que vous nous parliez de cette monnaie libre. June, qu'est-ce que ça veut dire une monnaie libre déjà ? Alors justement, ça adresse le point qui vient d'être soulevé, mais à un niveau, je dirais, d'abstraction encore un peu supérieur. C'est de se réfléchir à la notion même de la nature de ce qu'est la monnaie, qui, selon notre analyse, est en fait l'unité de mesure économique. C'est la valeur de référence qui fait l'unité de mesure économique. Et notre conclusion, après étude, c'est qu'en fait, cette unité de mesure économique, comme toute unité de mesure, par exemple la vitesse de la lumière en physique, eh bien, elle est invariante par changement de référentiel. Elle ne change pas quand on change de référentiel. Eh bien, de la même façon, nous avons donc conclu qu'une bonne monnaie devait posséder un invariant, justement. Donc, justement, ne pas être soumis à aucune gouvernance. Donc, la bonne gouvernance, comme aurait dit Poincaré, la gouvernance moderne, c'est l'absence de gouvernance. Alors, qu'est-ce que la conclusion finale de la monnaie libre, June, et de la théorie relative de la monnaie? C'est que la monnaie est dite libre si et seulement si tous les êtres humains, donc les individus, qui participent de cette monnaie, coproduisent cette monnaie de la même façon au présent et au futur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas non plus de génération d'êtres humains qui soient privilégiés les uns par rapport aux autres. Et donc, in fine, le résultat est très simple. Tous les êtres humains qui participent de la monnaie libre, la June, créent la monnaie de la même façon par un dividende universel. Et on ne peut pas modifier le calcul de ce dividende universel qui est là pour assurer une équité entre tous les êtres humains qui participent de la monnaie à un instant T, mais aussi de toutes les générations successives d'êtres humains qui vont se succéder dans le temps, puisque, je vous le rappelle quand même, on n'est pas immortel, et que les êtres humains de 2021 sont totalement différents des êtres humains qu'il y avait en 1941, il y a 80 ans, puisqu'on a à peu près 80 ans d'espérance de vie. Donc voilà, donc c'est une monnaie libre parce que tous les êtres humains y participent en création par un dividende universel qui n'est pas modifiable, et donc c'est une absence de gouvernance, c'est une monnaie qui possède un invariant spatio-temporel. Tout simplement un dividende universel pour chaque être humain qui y participe. Voilà sa différence avec d'autres monnaies. Est-ce que ça veut dire, parce que pour essayer de comprendre, on va creuser cette question, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de spéculation sur cette monnaie, que sa valeur sera inchangée dans le temps et dans l'espace ? Non, ça c'est... Pour mesurer la valeur, il faut un référent de mesure. Or là, on est sur la monnaie, vous voyez. Donc la monnaie, vous ne pouvez pas, si vous voulez estimer sa valeur, si ce n'est par rapport à un autre objet économique, une autre valeur. Donc dire que les deux valeurs économiques seraient liées entre elles de manière fixe, ça n'existe pas. Donc la notion de valeur stable n'existe pas en fait. Elle est réfutée par la théorie relative de la monnaie. Justement, il n'y a pas de valeur intrinsèque de toute valeur économique. Il n'y a que des valeurs relatives. De la même façon qu'il n'y a pas de vitesse absolue, si vous voulez, dans l'univers, il n'y a que des vitesses relatives, à part une seule, la vitesse de la lumière, qui possède un invariant, justement, par changement de référentiel. De la même façon, toutes les valeurs économiques se produisent et changent dans l'espace et dans le temps, donc il n'y a pas de stabilité dans ces choses-là. Les valeurs économiques d'aujourd'hui ne sont pas les valeurs économiques de 1941.
Et dans 80 ans, on peut supposer que ça sera encore très différent, bien entendu. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Mais la June, elle ne variera pas au sens de sa production. Sa production sera toujours la même. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les objets seront fixés par rapport à elle. Ça n'aurait aucun sens. Donc, ça veut donc pas dire qu'il n'y aura pas de spéculation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mouvements par rapport aux valeurs. Mais ça veut dire que ces choses-là ne sont par essence relatives. Et donc ça, on ne peut rien changer. Et essayer de gouverner ça... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'inflation, de déflation, de planche à billets, comme on dit, de la part de la Banque centrale? Est-ce que tout ça, en revanche, c'est terminé? C'est ça. C'est-à-dire que si on analyse la monnaie libre de manière précise, on obtient que tous les êtres humains présents et futurs vont créer la même part de monnaie. Donc en fait, la quantité en relative de monnaie produite par tous les êtres humains est la même. Donc il ne peut pas y avoir ni inflation ni déflation en termes monétaires. Tout le monde va créer, tout au long de sa vie, quelque chose d'environ 3700 dividendes universels, pas plus, pas moins. Voilà, donc et ça ne changera pas, ça ne change pas. Et c'est ça qui fait l'invariant de la monnaie. Et c'est ça qui la différencie de toutes les autres monnaies qui, elles, possèdent des variants, justement. Prenez le Bitcoin, par exemple. Bien que la quantité de Bitcoin soit finie, eh bien, en termes de création, il y a une grosse variance, parce que les premiers arrivés ont pu créer des bitcoins, eh bien, les derniers ne pourront pas en créer. Donc, il y a une asymétrie flagrante en termes de production de cette valeur économique. Donc, du coup, elle n'est pas un très bon candidat pour faire monnaie, un peu comme l'or qui a disparu des échanges, parce qu'elle acquiert un pouvoir de captation de valeur, de stock de valeur, qui devient plus important que sa notion de répartition dans l'espace économique et donc d'existence dans l'espace économique. Donc là où il n'y a pas d'or, il n'y a plus d'échange en or. Donc elle perd sa fonction monétaire au fur et à mesure qu'elle est stockée. Donc c'est ça qui fait que le Bitcoin, selon notre analyse, d'ici un certain... Alors ça va prendre du temps, hein, ça peut prendre un siècle ou deux, hein, mais au bout d'un certain temps, cette valeur ne pourra plus tenir son rôle de monnaie. D'ailleurs, il ne la tient pas vraiment, puisqu'il n'y a qu'un nombre très limité d'acteurs qui peuvent l'utiliser, ceux qui en ont. Et ceux qui en veulent aujourd'hui doivent travailler pour en avoir. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, hein, mais ils ne sont pas du coup en équité par rapport à la création de cette valeur. Ce n'est pas un bon candidat pour faire valeur de référence commune, donc unité de mesure commune. On est sur une production à l'infini et stable. J'ai l'impression que les choses sont un petit peu plus claires. Alex Fazel, sur cette question de la transformation de la monnaie, donc, qui devient numérique, crypto, peut-être libre, est-ce que vous voyez ça comme un phénomène naturel de transformation numérique, comme le monde qui change finalement, ou justement comme quelque chose d'intentionnel qui se crée en opposition au système actuel ? C'est une bonne question. Je pense que c'est une synergie des deux. C'est la fusion des deux. Et en fait, vraiment, il y a un truc... Pardon. Je vous en prie. C'est pour ça que j'employais la question dans le titre. Hein. C'est une révolution ou une révolte, finalement, face au système. Oui, c'est une synergie des deux, en fait. Donc, c'est une révolution. Et puis, je pense qu'au niveau de la devise de Bitcoin, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est bien évidemment, c'est fini au niveau de tout ce qui est de la quantité. Mais aussi, en plus de ça, c'est la seule monnaie qui est 100% décentralisée, mais aussi 100% sans frontières. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Internet, c'est sans frontières à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons des gouvernements qui vont bannir quelques passages ou qui sont un peu moins exploités, mais vraiment c'est sans frontières, c'est limité. Et c'est sans manipulation, c'est sans contrôle. Et sur tout ça, en fait, sur ce phénomène du Bitcoin, c'est que c'est vraiment l'argent du peuple, en fait. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin du gouvernement pour centraliser, pour continuer à imprimer des billets, accroître le nombre de billets? On a vu le dollar US qui a augmenté de 20% au niveau du supply en un an. Donc, vraiment, c'est une monnaie sur laquelle on peut faire confiance sur le long terme et qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de frontières. J'ai reçu un expert de la monnaie qui répond à ça, que justement, ça met en danger la souveraineté des États, et que ce n'est pas un sujet anodin. En effet, ça met en danger la souveraineté des États, et c'est sain. C'est sain parce que c'est ce qu'on appelle un contre-pouvoir, qui permet de challenger la souveraineté des États, qui n'existe plus réellement, hein, comme je le disais, parce que les États n'ont plus forcément, et c'est le cas en Europe, le contrôle de la politique monétaire. Oui, enfin, c'est un rassemblement d'États quand même. Exactement. Ça reste, Sauf que c'est très compliqué d'aligner des intérêts des États qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts sur la monnaie. La France et l'Allemagne n'ont pas forcément les mêmes intérêts en termes monétaires. Il y en a un qui exporte plus que l'autre, alors que l'autre importe plus. Donc on ne veut pas que la devise soit située de la même façon. Donc c'est très compliqué quand on a un ensemble qui n'est pas uni, de se mettre d'accord sur une politique monétaire commune. En Europe, c'est le cas.
La deuxième chose, c'est que le Bitcoin n'est Ça, pas... la complexité, c'est pas forcément un problème. La question, c'est est-ce que l'ensemble de ces crypto-monnaies va pas faire s'écrouler les institutions sur lesquelles aujourd'hui la vie des citoyens repose, quoi. Alors justement, c'est que le Bitcoin n'est pas forcément vu comme une monnaie aujourd'hui. C'est plutôt en train de se transformer comme une réserve de valeur, un petit peu comme l'or numérique. Oui. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les institutionnels, les entreprises, sont en train de s'approprier le Bitcoin pour se protéger de l'inflation du dollar qui a été mentionnée. Aujourd'hui, sur 10 $, il y en a 4 qui ont été créés l'année dernière, en 2020. Donc il y a une inflation de la masse monétaire qui sont dues à pas mal de choses, et la crise du Covid a accéléré cette tendance. Et donc ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est en train, et le monde institutionnel, de se réapproprier le Bitcoin, qui va devenir un étalon or numérique, et qui n'est pas en fait une menace directe. La menace directe, ça va être les autres crypto-monnaies qui gravitent autour de ce Bitcoin, et qui vont proposer des alternatives monétaires aux monnaies fiat. Comme June, par exemple. Par exemple. Alors, Stéphane Laborde, vous pensez que justement il va y avoir un réflexe peut-être protectionniste des États? Je ne sais pas si on parle de Facebook qui a essayé de lancer sa propre monnaie. Finalement, il se retrouve dans une situation où il est contraint de respecter certaines règles imposées par le système actuel, système monétaire. Oui, mais Facebook a peut-être pas lancé une blockchain. C'est que l'intérêt de la blockchain, c'est que c'est entièrement décentralisé. Donc, il n'y a pas de... Une fois qu'elle est lancée, je dirais, il n'y a personne qui la contrôle. Il y a autant de serveurs que l'on veut. C'est effectivement sans frontières, comme on disait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'endroit où l'arrêter particulièrement. Donc là, l'idée, par contre, qu'une entreprise donnée comme Facebook lance sa propre monnaie, donc elle garde la main dessus, fait qu'aussi c'est un point où on peut l'arrêter. Il suffit d'aller les voir dans leur bureau et puis simplement de le débrancher leur machine. Ça ne marche pas pour une blockchain. Donc la démarche est différente et c'est pour ça d'ailleurs que les libristes ont mis au point ce système de base de données décentralisée, parce que c'est de ça dont il s'agit, il y a déjà 10 ou 15 ans de ça. Alors après, par rapport à ce qui était dit, est-ce que ça challenge effectivement la monnaie des États? Oui, mais je dirais ces monnaies d'État, elles sont en abus de position dominante, il ne faut pas l'oublier. Donc, or ça va contre les principes de libre marché et d'échange. Donc c'est peut-être ça qui bloque l'économie sur un certain nombre d'aspects. Que les États gèrent leur propre monnaie, je n'y vois pas d'inconvénient. Par contre, on ne peut pas empêcher les êtres humains de créer leur propre valeur économique. Après, qu'on les appelle monnaie ou pas, je dirais c'est presque... le fait qu'une valeur économique devienne une monnaie, c'est un effet collatéral. On crée d'abord des valeurs économiques, on y trouve un intérêt, et après elles peuvent passer au statut de monnaie parce qu'elles sont utilisées par un grand nombre de gens, et qu'elle passe au statut d'unité de mesure commune. On va mesurer la valeur à partir de ça, on appelle ça unité de compte aussi. Je préfère le terme d'unité de mesure, c'est un peu plus scientifique comme approche. Mais voilà, donc il y a simplement ici, je crois, tout simplement la volonté d'innover, la volonté de proposer autre chose. De la même façon, si vous voulez, on peut dire que l'Internet challengeait le monopole d'État, parce que c'était un monopole d'État qui était le Minitel. Voilà, bon, il a fini par tomber parce que l'Internet, c'est beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas non plus y voir un danger. D'ailleurs, je crois que Ben Bernanke lui-même, si vous retrouvez ses déclarations assez tôt, dès 2013-2014, avait déclaré, mais n'ayez pas peur du Bitcoin. C'est au contraire, c'est une excellente innovation. Ça a plein de potentiel. C'est très, très intéressant. Donc, les Américains n'en ont pas peur. Je ne vois pas pourquoi on devrait en avoir peur. Ceci dit, historiquement, qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois qu'une innovation arrive, c'est sûr que les acteurs en place essaient de résister. Mais ils peuvent résister un peu, mais à long terme, ils ont perdu. Parce que si l'innovation est meilleure, elle sera adoptée. Ça, c'est la loi de l'économie. Alors, si on refuse de regarder l'économie en face, on risque d'avoir des problèmes de compréhension de ce qui se passe. Alex Fazel, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de la démarche? Si finalement tout le monde peut s'approprier la monnaie, créer sa propre monnaie, puisqu'on va avoir des briques technologiques facilement accessibles à tous, on peut imaginer des monnaies personnalisées. Il y aurait la monnaie SmartTech, par exemple. Oui, tout à fait. Mais je pense que le futur, en fait, là, on arrive à la révolution financière, mais ça va aller bien au-delà de la finance. Et maintenant, il y a beaucoup de catégories, comme par exemple, il y a même des gens qui parlent de tokeniser des célébrités, par exemple. Donc, Justin Bieber va pouvoir créer son token et les gens qui veulent le rencontrer avoir un genre de membership
ça va se créer comme ça. Donc, c'est vrai que je pense que le potentiel de la blockchain à crypto, c'est pas Mais seulement ça, ce sont des micro-phénomènes. Ça ne va pas vraiment avoir d'impact, j'imagine, sur la souveraineté des États, par exemple. Il y a les clubs de foot déjà qui sont en train de tokeniser leurs jetons pour les fans, etc. Donc, et je parle de Milan AC, je parle du Real Madrid, ils sont en train de voir ça. Il y a des achats de joueurs qui se font déjà aujourd'hui avec des crypto-monnaies, oui. Ouais. Donc, je pense que vraiment la création, on est vraiment tout au début. On est vraiment au premier ou deuxième chapitre de la blockchain et de la crypto-monnaie. Bien évidemment, on pensait que c'était une révolution monétaire. Ça, Bitcoin, nous, on pense que ça l'est. Révolution financière et après révolution bien au-delà de la finance. Et je pense que c'est ça qui... Alors, on n'a pas de boule de cristal pour savoir à quoi ressemblera cet avenir, mais est-ce qu'on a quelques indices? Comment reconnaître une monnaie qui a de l'avenir, Adrien Hubert? Quels sont les critères à regarder? C'est une très bonne question. Une monnaie qui a de l'avenir, c'est une monnaie qui est utilisée, donc il y a une adoption, et qui est basée sur la confiance que cette monnaie a des propriétés monétaires. Et ce qui était dit était très juste, c'est que la monnaie, en fait, elle est variée. C'est très compliqué de dire qu'est-ce qui est monnaie. Ouais. Un iPhone, par exemple, peut être beaucoup plus liquide, avoir des propriétés beaucoup plus fortes monétaires que certaines monnaies africaines. Donc la notion même de la monnaie est subtile. Et la deuxième chose, c'est que les États ont plus peur des monnaies qui sont portées par des acteurs privés, comme la Libra, qui est maintenant la Diem, ou d'autres qui vont émerger. Je pense à des GAFA, par exemple, qui vont émettre leur monnaie, qui est un petit peu entre le jeton de fidélité intelligent et la monnaie programmable que l'on peut faire sur blockchain, avec des mécanismes de communauté. Et donc, à mon sens... Mais pour l'instant, qui reste référé aux monnaies nationales, ou centrales en tout cas. Exactement. Et c'est en même temps la faiblesse de ces monnaies étatiques, c'est qu'elles se cantonnent, si j'ose dire, à un territoire donné. Parce qu'elles sont acceptées. Pourquoi une monnaie est monnaie? Parce qu'elle est légalement acceptée, elle doit être acceptée sur un territoire donné. C'est moins le cas sur les monnaies qui sont les monnaies privées, qui en fait englobent un panel beaucoup plus large de définitions, tant dans l'acceptation que dans les mécanismes monétaires qui peuvent se créer, parce que c'est des communautés qui interagissent entre elles. Et donc, à mon avis, la plus grande compétition qui va être créée va être entre les monnaies étatiques et les monnaies des acteurs privés, qui ont en plus une force de frappe, une adoption très forte. Je rappelle juste que la Libra, parce que ce n'est pas que Facebook qui a créé le token, c'est un consortium d'acteurs qui va être 100 acteurs d'entreprise, dont il y a, par exemple, c'est 3 milliards de personnes, ce consortium, qui sont clients de ce consortium. Donc la force de frappe est énorme. Ouais. Et on verra ce que ça donne dans la version Diem qui semble un petit peu moins ambitieuse. Merci beaucoup pour ces éclairages. C'est un sujet qu'on ne lâche pas dans Smart Tech, les crypto-monnaies. On finira par tout comprendre. En tout cas, on la suit, cette révolution de près. Et c'est notamment grâce à vous, Stéphane Laborde, cofondateur de la monnaie libre June, Alex Fazel, directeur de partenariat de Swissborg, et Adrien Hubert, directeur général de Smart Chain. Alors, juste après la pause, on va essayer de comprendre autre chose. C'est pourquoi l'une de nos pépites nationales positionnées sur un marché porteur, celui des objets connectés, traverse une passe aussi difficile.